Bienvenue dans On lâche rien. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à cet échange entre Aurélien Saint-Toul et Laurence Saillet. Et on décortique les contre-vérités de la politique chroniqueuse de droite. Accrochez-vous à vos slips, car ça va pulser. Et il risque d'y avoir quelques turbulences, d'autant que notre guest du jour a clairement choisi de couper son interlocuteur à chaque fois que possible. Si on appliquait votre programme, monsieur, il n'y aurait plus aucune industrie ou plus aucune entreprise en France. Comme on a appliqué le vôtre, on a 60 milliards de trous dans le budget. Pour vous, ce sont des vaches à lait. Donc, la chantre de l'entreprise et de l'industrie que voilà n'a visiblement pas lu le programme de la France Insoumise. Nous, justement, et contrairement à sa famille politique qui a détruit l'industrie et favorisé les délocalisations à chaque fois que cela est possible, donc plus que de raison, nous voulons la faire repartir pour cesser d'importer des produits et regagner de l'autonomie énergétique, alimentaire, pharmaceutique et surtout industrielle par ailleurs. Aussi pour éviter que les produits ne traversent 4 fois la planète avant d'atterrir devant ceux qui sont censés les consommer ou les utiliser, ce qui constitue une aberration écologique. Mais cela semble lui échapper de ce que je perçois, faute de travail ou par pure caricature, allez savoir. De plus, ce commentaire sur l'entreprise en tant que vache à lait est très drôle au regard du fait que ces gens, tels que Saillet, ont saccagé l'agriculture avec leur modèle productiviste, qui fait que les agriculteurs ne vivent que de subventions, au lieu de vivre de leur travail et de leur production. Que beaucoup mettent fin à leur jour devant leur endettement, leur manque de perspective, leur fatigue et leur isolement, ou encore la carence en débouchés que leur procure le système en place. Mais ce n'est pas hilarant entre guillemets qu'à cet égard. En effet, leur posture prête aussi à rire, alors qu'on sait qu'ils ont largement participé à faire du contribuable français la vache à lait des entreprises, à l'inverse. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 200 milliards d'euros donnés aux entreprises sans contrepartie qui finissent, comme les études l'ont prouvé en quasi-intégralité, dans les poches des actionnaires. Donc, qui déteste qui? Personnellement, j'ai comme dans l'idée que ce sont les entreprises qui détestent la population ou encore les travailleurs, plutôt que la FI qui déteste l'entreprise, si quelqu'un est censé détester quelqu'un d'autre. Je vous renvoie aussi à mon podcast sur le sujet, le numéro 10, pour plus de détails sur la question des relations entre la FI et les entreprises. On notera aussi, non sans une certaine ironie, que ces champions du monde de l'entreprise ont été les artisans de la vente à la découpe du pays, et donc de la cession de certains de nos fleurons à des capitalistes étrangers. Curieuse façon donc de favoriser l'entreprise et d'en faire profiter des gens qui n'ont aucun intérêt pour le pays, si ce n'est un enrichissement personnel, quitte à recourir à l'exploitation de la main-d'œuvre pour ce faire. Bref, pour elle, favoriser l'entreprise, c'est lui dérouler le tapis rouge façon capitalisme néolibéral, donc c'est certain, on ne va pas être d'accord avec elle sur le sujet. J'ai fait plus que certains de mes collègues en 5 ans, et puis on verra ce que vous faites de votre mandat, monsieur. Parce que moi j'ai un vrai bilan. Tout d'abord, je pense qu'elle dessert sa cause en réagissant de la sorte, et que cela la rend suspecte de prendre la mouche, alors que la phrase initiale d'Aurélien ne visait même pas à la décrédibiliser, mais tendait plutôt à la dédouaner. Sinon alors, quand on parle de bilan, on parle de quoi? De ce qu'il y a de positif ou juste de présence? Et encore, même en termes de présence, on constate des périodes de 15 jours ou même un mois sans activité remontée de sa part. Je vous renvoie à ces explications de vote au Parlement. Je le rappelle, on se situe sur une période de 9 mois de mandat. De plus, on n'est pas sans ignorer que visiblement cette personne n'était pas suroccupée, quand on constate le temps considérable passé à faire des chroniques ou des plateaux de talk-show, etc. Si vous le voulez bien, puisqu'elle met en cause Aurélien Saint-Toul, revenons sur la période qui vient de s'écouler. Sur ce laps de 2022 à 2024, pour le député LFI, c'est 74 semaines d'activité sur 19 mois, 171 présences en commission, 1056 interventions en commission, 598 interventions longues en hémicycle, 631 amendements proposés et près de 17 000 signés. C'est aussi 2 rapports écrits, 8 propositions de loi écrites et 86 questions écrites, parallèlement aux 4 orales. Il est sur tous les critères parmi les 150 députés les plus actifs. Les chefs d'entreprise, quand ils voient votre programme, franchement, ça leur fait monter les poils sur les bras, quoi. Alors, vous vous rendez compte comme vous êtes détesté par les entrepreneurs, tellement vous êtes dangereux? Vous êtes de la dynamite économique négative. En fait, si vous étiez au pouvoir, ce serait une catastrophe économique. Personne ne veut de vos pseudo-solutions. Vous faites les Pères Noël à expliquer qu'il faut un SMIC à 1 600 €, la semaine à 30 heures, la retraite à 60 ans. Vous êtes en totale déconnexion. Simplement, vous faites de la démagogie. Vous savez très bien que ça ne peut même pas être appliqué. Vous vous plaignez de la...
Déjà, elle croit bon d'ajouter à sa tirade « Je sais à peu près ce que je dis ». Ben, on aimerait bien la croire, mais la simple allégation sur le programme qui ferait la promotion d'une semaine à 30 heures est une fake news. Donc, qu'elle nous permette d'en douter. Notre programme parle de la semaine à 35 heures enfin véritablement appliquée partout et de la perspective d'une diminution à 32 heures et non à 30, ce qui prouve sa méconnaissance des sujets qu'elle aborde. Aussi, pour continuer sur le sujet, l'Islande est passée à la semaine de 32 heures et on n'a pas vu que son économie s'était effondrée. Tous les retours qui émanent de ce pays sont positifs, à la fois en termes de bien-être et de productivité au travail. Et là, je fais grâce d'aborder les 30 heures obtenues par certains secteurs en Allemagne, qui prouvent que, quand bien même nous proposerions 30 heures, ce ne serait ni du jamais vu, ni quelque chose de bolchevique échevelé. Et surtout que cela est possible et envisageable. Après tout, c'est leur modèle, le modèle allemand, qui nous le démontre. Bizarrement, quand celui-ci propose quelque chose qui ne va pas dans leur sens, il devient nettement moins une référence absolue. Tiens donc. Son couplet sur la déconnexion est vraiment bienvenu, sachant que ce sont les syndicats européens qui préconisent de telles durées de travail. Or, que je sache, les syndicats sont sûrement plus en prise avec le travail, notamment dans l'industrie, qu'elle ne peut l'être. D'ailleurs, toujours concernant ce point important de la déconnexion, on savourera avec gourmandise que ceux qui nous parlent de cela sont les mêmes qui continuent à penser qu'il n'y a pas d'alternative au système actuel, quand bien même celui-ci n'est marché nulle part, après avoir été appliqué partout pendant des décennies. Comble du ridicule. Vous connaissez, citez-moi un qui a envie de votre programme. Vous en connaissez un certain nombre. Donnez-moi un nom qui a envie de votre programme. Mais... Alors, cela lui échappe, c'est évident, mais il y a des chefs d'entreprise qui votent pour l'AFI. La preuve en est que, sans chercher, je suis en mesure d'en citer plusieurs spontanément. Éric Coquerel, aujourd'hui président de la Commission des Finances, était chef d'entreprise. Aussi, notre ancien chef de file de la Circo 11, des Français basés hors de France, Didier Lachise, qui est intervenu dans nos émissions à plusieurs reprises, a envie de notre programme. La preuve, il milite chez nous. Arash Saïdi, eurodéputé aussi. Ou encore Nordine Raymond, ancien candidat FI, qui s'avère être restaurateur. Et à cela, je passe un certain nombre de gens qui ont eu le statut d'auto-entrepreneur, à l'instar de Brahim Ben Ali. Bref, s'il en était besoin, voilà qui répond assez grandement à cette présomption de Madame Sayet, dont l'absence de maîtrise des dossiers ne cesse de nous épater. De plus, on sait bien que cette dame n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir pour faire un anglicisme. Mais tout membre de l'Assemblée nationale se trouve être député employeur, puisqu'ils sont considérés comme les employeurs de leurs équipes parlementaires. Autrement dit, il y a 75 députés insoumis, et donc... il n'y a ni plus ni moins que 75 exemples tout trouvés qui peuvent lui être proposés pour contrecarrer ses thèses. C'est de la pure logique. Vous savez, un boulanger, combien d'heures il travaille par semaine, monsieur? Beaucoup plus que ce que vous préconisez pour les autres. Mais alors, comme c'est touchant de la part de cette femme, de soudain s'intéresser aux conditions de travail des boulangers. C'est bien la première fois que son parti politique y prête cas. Quand il s'agissait d'indiquer l'inflation liée à l'énergie qui a plombé le business de maintes boulangers, et les a forcés à mettre la clé sous la porte, bizarrement, tous les défenseurs acharnés de l'entreprise étaient aux abonnés absents. Ils ne trouvaient pas à redire au super profit des énergéticiens, et même défendaient qu'ils se goinfrent sur le dos de tous, les indépendants, de tous les petits patrons, des artisans, etc. De plus, bel exercice de démagogie en fait, de la part d'une droite qui a constamment intégré des dérogations à toutes les règles inscrites dans le Code du travail. Aussi, si on demandait à un boulanger s'il souhaitait pouvoir travailler moins, je doute qu'il s'en offusquerait. Le travail de boulanger consiste à faire le pain, pas à le vendre derrière. D'autres personnes doivent ou devraient s'en occuper. Et on sait tous que les boulangers ne font pas du pain ou de la pâtisserie durant toute la journée. Il faut arrêter de mentir ou de se mentir. Il serait peut-être bon de rappeler que c'est sa famille politique qui est à l'origine du remplacement du boulanger du coin par des terminaux de cuisson et de pain industriel dégueulasses. Eux qui sont à la base à la perte de certains savoir-faire. Eux à qui on doit que la formation s'est détériorée, étant donné que tout est pris sous le prisme de la rentabilité, de la dette et des politiques austéritaires. Mais moi, je n'étais pas au pouvoir, monsieur, je crois que vous confondez. Belle hypocrisie. Bah non, il ne confond pas. Je pense qu'il est bon de rappeler que cette sarkozyste convaincue a une proximité idéologique on ne peut plus importante avec la Macronie et son action. J'en prends pour preuve la sortie de son leader qui estimait que Macron, c'était lui en mieux. Comme tout un symbole également, Macron a été pioché un premier ministre illégitime parmi les rangs de sa formation politique à elle, les LR, justement pour ces histoires de proximité politique. C'est bien beau de donner la posture politicienne, voire politicarde, mais n'importe qui, un tant soit peu politisé, sait que Macron a réussi à mettre en place ce que les LR ont toujours rêvé de faire advenir, sans y parvenir. Ce qui nous renvoie justement au dire de Nicolas Sarkozy que je mentionnais plus en avant.
boulanger. Je ne connais pas un boulanger qui votera pour des gens qui préconisent le non-travail et le droit à la paresse. S'il était besoin d'une preuve supplémentaire des caricatures que produit cette dame, en voilà une qui vaut le détour. Aucun de nos dirigeants n'a évoqué le droit à la paresse, c'est Sandrine Rousseau qui l'a fait. Que je sache, Sandrine Rousseau, sa formation politique, c'est EELV et non LFI. Encore que... on pourrait être d'accord, dans une certaine mesure, mais c'est une autre histoire. Lorsqu'il est question des droits à la paresse, cela se cantonne aux périodes de repos des gens, donc on ne voit pas bien où est le problème. Chacun devrait pouvoir jouir d'une forme de droit à la déconnexion, en quelque sorte, sans se sentir coupable pour autant. De plus, si elle s'était donné la peine de lire le programme et les livrets de la France Insoumise, elle aurait eu l'occasion de mettre son nez dans sa crotte. En effet, la FI, contrairement au LR, ne sédit pas le chantre de l'emploi. Ces politiques n'ont pas pour conséquence de grossir les rangs de l'armée de réserve du capital. Nous, à l'EFI, notre but n'est pas de débaucher ou de licencier pour augmenter les profits, mais de créer des milliers, voire des millions d'emplois de qualité qui font sens, qui ont un intérêt pour le bien commun. Nous sommes ceux qui proposons de généraliser l'expérience territoire zéro chômeur et proposons l'État employeur en dernier recours pour les privés d'emploi qui souhaitent recouvrer une activité. Bizarre donc pour des représentants prenant, paraît-il, le droit à la paresse. D'autant que nous sommes conscients du défi climatique et de l'énorme masse de travail qu'il va susciter, à la fois pour limiter les dégâts occasionnés à la planète, mais aussi tenter de s'adapter aux conséquences, dont certaines sont déjà inéluctables et qui, dans tous les cas, ne peuvent être anticipées. On voit aussi dans cette formule le mépris de ces gens de droite pour le travail en réalité. Donc travailler 35 heures, souvent au-delà de 37h30 de manière effective, car ce sont les chiffres officiels, et du non-travail selon Laurent Saillet. Cela en dit long. On pourrait l'inviter à se coltiner le temps de travail en question à la chaîne, dans une usine, ou alors par grand froid ou extrême chaleur, comme c'est le cas pour beaucoup. Le tout pour à peine le SMIC. On verrait alors si elle continue à nous multiplier ces sorties déconnectées pro-capital. Je profite aussi de cette sortie de route à base de non-travail dont elle parlait pour rappeler quelque chose d'absolument essentiel. La droite a toujours été celle qui a produit des politiques en direction des rentiers de tout poil, actionnaires en tête. Alors la petite dose de moraline, à base de « vous ne travaillez pas assez », elle peut se la garder. D'autant que le job de la plupart des gens n'est pas d'aller faire le clown sur un plateau TV d'Hanouna. La plupart des gens ont des boulots infiniment plus pénibles que ces machins stériles, mais grassement rémunérés pour ce que cela représente. Notons-le, le tout nous est délivré par Madame Saillet avec une assurance et une autosatisfaction qui interpellent d'autant plus. C'est la même qui parle de logorée à propos de son adversaire insoumis. Voilà qui me fait doucement sourire, un sourire rempli d'une bonne dose d'ironie. Est-ce que vous pensez que nous serions le seul pays en Europe qui pourrait travailler moins que les autres? Vous avez une baguette magique pour ça? Voyant qu'Aurélien Saint-Toul a logiquement pointé du doigt ces inexactitudes en lui rappelant que ce n'est pas le cas, Saillet croit bon de rajouter « mais c'est ce que vous voulez ». Pas de chance. Même en admettant qu'on fasse advenir les 32 heures de manière effective, je rappelle ce que je disais plus tôt, l'Islande est passée aux 32 heures. Certains secteurs industriels sont passés à 30 heures hebdomadaires en Allemagne, et je crois bon de compléter tout cela. Déjà à l'époque où Mélenchon a écrit le hareng de Bismarck, temps durant lequel on nous bassinait allègrement avec le modèle indépassable allemand, ce modèle absolu battait leur théorie en brèche. Les Allemands travaillaient 1 heure de moins en moyenne par semaine, 36 et quelques, contre 37,5 pour la France, CQFD. Il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent et plus longtemps. Plus de gens qui travaillent et plus longtemps. Déjà, première remarque, Laurent Saillet, qui se dédouanait de toute responsabilité car il n'était pas au pouvoir, paraît-il, s'avère entamer cette tirade en canon avec le macroniste sur le plateau. Curieux pour des gens qui différaient soi-disant, non? Ensuite, cette phrase a matière à déclencher l'hilarité générale. Donc, a priori, laisser les entreprises délocalisées, le pays se désindustrialiser, ne rien faire contre le changement climatique, invoquer la théorie du ruissellement comme une incantation, c'est faire tout ce qu'elle dit. On connaît tous les résultats de la droite concernant le chômage. Ils sont abominables, et pour cause. Leur but est de servir le capital et les rentiers. Et comment baissent-ils le coût du travail pour générer des profits? C'est simple. Ils entretiennent le chômage de masse pour s'assurer que les gens vont être contraints d'accepter les conditions de travail et de rémunération les plus dégradées. De sorte à ce que l'aspect travail gratuit du capitalisme et la prédation sur la production puissent prendre place. Alors, quand on met en corrélation ce speech et ce qu'ils font dans les actes, cela suscite l'hilarité généralisée. Petit rappel au passage, la méthode de la droite, ça y est de supprimer le chômage en rayant les demandeurs d'emploi des listes.
Méthode terriblement efficace, hein? Non mais sans délirer. Et ce sont ces gens-là qui font la leçon à l'AFI, on croit rêver. C'est mathématique, laissez-le répondre, laissez-le répondre. C'est le monde à l'envers et l'hôpital qui se moque de la charité. Oui, donc voilà, c'est nous qui offrons sur un plateau les 200 milliards d'euros sans contrepartie et pour, ô surprise, zéro efficacité, tiens donc. Ces gens-là prennent leur mine sucrée, leur ton le plus ironique et se lancent avec assurance dans leur tirade extrêmement démagogique et nous parlent de Père Noël. En outre, ce sont eux qui font des cadeaux, notamment fiscaux, aux plus aisés, ce qui fait qu'on mesure bien l'indécence des propos de cette femme. Du travail, il y en a, monsieur. Il faut qu'il y ait... Ah bah oui. Demandez à votre boulanger s'il n'a pas du mal à recruter. Alors, elle qui nous parle de déconnexion, c'est intéressant de la voir tenir de tels propos. Pour sa gouverne, bon nombre de boulangers, à ce stade, tentent à fermer leur business du fait de l'explosion des prix en termes de ressources. Alors, si elle croit qu'ils sont en ce moment en train de peiner à recruter, c'est franchement à pleurer de rire. Elle, supposément si attachée à l'entreprise, enfin selon elle, devrait savoir qu'un entrepreneur, pour embaucher, a besoin de visibilité. Que ce n'est pas quand l'entreprise menace de fermer qu'on recrute, quand on est un entrepreneur conséquent. Aussi, si elle évoque le volet formation, on peut être d'accord avec elle. Le seul problème, c'est qu'elle-même est en désaccord avec ce qu'elle prêche comme politique. Sa famille politique attaque de longue date l'éducation comme l'éducation professionnelle et tend à considérer les gens comme des pions à placer là où on en a besoin, sans se soucier de formation, de compétences, de vocation et autres éléments de cet ordre. C'est elle-même qui parlait de baguette magique, mais eux voudraient transformer un boulanger en charcutier, si un tel besoin venait à se présenter. Le plus incroyable, c'est qu'elle croit bon d'insister avec cette phrase hors sol après coup. Bref, on est dans un niveau de tartufferie assez hallucinant. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas plein d'endroits où on a du mal à recruter ? Il y en a du travail. La preuve, vous voulez faire venir des immigrés pour le faire. Comme quoi, il y a du travail, monsieur. Soyez cohérent dans votre logique, puisque vous dites qu'il faut de l'immigration. Waouh, cette accumulation de vieux poncifs éculés et de mensonges éhontés, c'est impressionnant, ça force limite le respect, mort de rire. Comme auraient dit les inconnus, elle a bien retenu la leçon, haha. Bon, commençons par le commencement. Il faut rappeler à cette dame les chiffres du chômage, visiblement. Chiffres à mettre en regard avec le nombre d'emplois supposés vacants. Il y a 5,5 millions de chômeurs environ en France. Les offres considérées comme disponibles, c'est environ 340 000. La démonstration pourrait s'arrêter là, qu'elle serait déjà efficace. Cela fait un emploi pour 17 personnes. Comment ne pas parler de pénurie d'emploi dans une telle configuration ? Autrement dit, si on parvenait à caser un privé d'emploi, car c'est leur perspective et le genre de raisonnement qu'ils tiennent en fait, dans chacun des emplois, on aurait trouvé un travail qu'à 5,8% des gens, ce qui en dit long. Ensuite, il convient de s'attarder sur ce que pointait Adrien Clouet à juste titre. Parmi les emplois dont il est question, se trouvent des doublons, des offres périmées, des offres qui exigent des qualifications que les demandeurs n'ont pas, et une bonne partie de ce chiffre vient à disparaître et rendre le déséquilibre encore plus visible et conséquent. Passons à ce qui concerne les immigrés. On remercie Laurence Sayet car elle nous fait la démonstration effective qu'elle n'a effectivement pas lu l'avenir en commun et qu'au lieu de passer autant de temps à TPMP, elle devrait s'appliquer ses propres préceptes et travailler plus. Commencer par la lecture de notre programme avant de le critiquer semble une bonne idée, une idée raisonnable. En tout cas, elle nous montre clairement qu'elle n'a qu'une vague idée de ce qu'elle raconte ici, en l'occurrence. En matière d'immigration, on propose de traiter les raisons des départs non souhaités des gens de chez eux. Guerre auxquelles nous sommes partie prenante, inaction climatique, pillage des ressources d'autres pays, expropriation des gens de leurs terres, traité d'échanges inégaux, France-Afrique, etc. Autant de choses qui génèrent des départs et de l'immigration. Une immigration que la droite de Madame Fayet a plus que largement contribué à mettre en place, ou, dans le meilleur des cas, à ne surtout pas solutionner. Nous proposons un accueil digne et la régularisation des sans-papiers qui travaillent et que les copains capitalistes de Madame Sayet ont fait venir pour exploiter leur misère et leur corvéabilité du fait de la précarité de leur situation. Qu'elle nous cite un employeur insoumis qui fait trimer des hommes du Bangladesh 15 heures durant dans les cuisines des restos de l'Étoile à Paris, comme cela a été révélé par un documentaire télévisé. Après, on verra pour les leçons de tout type. De plus, sa tech ne tient pas la route une seconde et elle dénonce la pseudo-incohérence de l'AFI, on croit rêver. C'est elle et son parti qui se plaignent d'une immigration trop abondante, que je sache, et elle aussi qui nous parle de pénurie en main-d'œuvre. En somme, elle identifie un besoin, en voit un sous son nez et le refuserait.
Tout cela pour des raisons électoralistes, bien sûr, car on sait tous que c'est la droite qui génère de l'immigration par toutes ces politiques injustes, notamment sur le plan international. Bref, cette femme ne sait rien et est prolixe en attaques de tout genre, basées sur rien et permises uniquement par la passivité de pseudo-journalistes bienveillants qui la laissent raconter n'importe quoi, de préférence, et en s'appliquant à la laisser interrompre à tout bout de champ. Naturellement, on aura tous noté au passage la cerise sur le gâteau de cette représentante de la droite dite républicaine qui nous parle de cohérence, alors que son parti au pouvoir s'est appliqué à faire systématiquement le contraire de ce pourquoi ils ont été élus. Aussi, cette partie donne lieu à un échange sur le chômage, et on a la confirmation que ce que ça y est attend des autres, c'est précisément ce qu'elle s'attache à ne pas faire pour ses interlocuteurs. C'est flagrant au regard de la remarque de Aurélien à l'énoncer qu'elle ne sait pas ce qu'est le chômage, alors qu'elle a allègrement supputé que lui ne connaissait aucun entrepreneur, entre autres sorties lunaires. D'ailleurs, pour bien connaître le sujet, personnellement, je suis absolument persuadé qu'elle ne sait définitivement pas de quoi il retourne quand on parle de privation d'emploi. D'ailleurs, on sait tous, notamment du fait du travail des sociologues, comment les milieux bourgeois se comportent et le réseautage qu'ils exercent dès la plus tendre enfance, qui les met à l'abri de ce genre d'affres. Si on peut dire. Alors si je suis votre logique, laissons de l'argent aux riches parce qu'ils consomment. Donc ça va faire de la demande, monsieur, et ça va faire de l'emploi. Rappelons les données qui sont en notre possession. 53% de l'économie tient dans la consommation populaire, ce qui veut dire que cela constitue la majeure partie de l'économie. Ensuite, pour répondre aux allégations de la LR, non, les riches ne consomment pas. Enfin, pas tant que cela, les sommes accumulées en témoignent. Tout comme cela témoigne d'une partie infime de leurs revenus qui sont consacrés à leurs besoins. Il n'y a pas besoin d'être un aigle ou d'être un génie interplanétaire pour comprendre que, quand un travailleur obtient son salaire médian ou en deçà, il le consomme en quasi-intégralité pour répondre à ses besoins vitaux, pour vivre, se nourrir, payer ses factures, etc. Pour ce qui est des riches, eux, ils alimentent des bulles spéculatives dans l'espoir d'augmenter leurs acquis plus que de raison. Beaucoup des sommes perçues finissent en investissement boursier, dans le cloud financier. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on constate que nombre d'entreprises n'investissent pas dans l'outil productif et que même le pourcentage consacré au salaire soit stagne, soit est en recul. Alors que, dans le même temps, les versements aux actionnaires explosent et battent des records. Que lui. Non, excusez-moi, quand on est au SMIC, on va pas dans les petits commerces, on n'en a pas les moyens. Vous n'avez Il faudrait que vous soyez un peu dans la réalité du terrain. Quand on est au SMIC, on fait ses courses au supermarché, on va pas à votre petit Monoprix, je pense. Oui. Outre le mépris qui transpire de cette intervention, j'ai déjà montré, je pense, la très évidente déconnexion de Madame Sayet. Je n'y reviens pas. Par contre, quelqu'un au SMIC, selon elle, donc, n'irait pas acheter du pain, n'irait pas au Spar, ou je ne sais quelle autre petite enseigne qui est la seule de son coin rural, où les gens vivent. On croit rêver. En milieu urbain, pire encore, les gens ne vont pas au supermarché non plus, si on suit sa logique. Ils vont au Lidl ou autre hard discounter. Elle occulte volontiers que nombre de gens avec des moyens limités sont contraints de leurs déplacements et sont amenés à arbitrer dans les dépenses, surtout compte tenu du prix du carburant pour ceux qui ont des véhicules. Et la situation, je ne l'évoque même pas si on parle de personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. Il faut préciser que l'exemple fourni par Aurélien est tout à fait exact, le coiffeur étant symptomatique. On sait tous que dès lors que les moyens des gens deviennent insuffisants, ce sont les petits artisans locaux qui en pâtissent en premier lieu. La première dépense que les gens coupent, si je puis dire, en cas de difficulté financière, c'est le coiffeur, justement. Il est difficile de qualifier le salon de coiffure comme autre chose qu'un petit commerce. On pourrait même juste imposer de proximité. Cela serait encore plus juste. Plus jamais... Donc on doit donner de l'argent aux gens pour qu'ils consomment. Mais vous ne pensez pas que c'est le travail qui crée de l'argent et que c'est l'entreprise qui crée le travail qui donne de l'argent? Vous oubliez l'entreprise qui est le moteur de l'économie. Non, l'entreprise, surtout en France, n'est pas le moteur, en particulier compte tenu des chiffres que j'ai exposés. Non, ce ne sont pas les entreprises le moteur de l'économie, mais bien les besoins de base des gens, qui vont la faire fonctionner pour vivre, acheter les moyens de leur subsistance et la reproduction de leurs existences. En plus, elle utilise, comme souvent à droite, l'entreprise comme un mot valise, une espèce de fourre-tout. Mais les entreprises, ça ne veut rien dire. Leur réalité, qu'il s'agisse de l'artisan du coin, de l'auto-entrepreneur, du CAC 40 ou des grandes multinationales américaine, n'est évidemment pas identique. On s'est levé un matin et puis on s'est dit tiens, on va rendre les gens pauvres. Alors là, c'est très fort. Elle va jusqu'à nier le rapport de force entre le patronat et ses employés, ou plus globalement les travailleurs, fallait oser. Ou encore, nier le lien entre la droite politique et les patrons, c'est quoi la prochaine étape? Nier la prédation du capital sur la plus-value et la production?
Non mais sérieux, on aura tout vu. En particulier de la part de ceux qui, depuis toujours, se battent pour préserver les privilèges des plus aisés, les héritages et les rentes, sous toutes leurs formes. Prendre les gens à ce point pour des idiots est véritablement fantastique, réellement scandaleux. Pour moi, cela convoque une fameuse expression de Audiard, qui résumait parfaitement cette sortie de route magistrale. Mais non, mais le problème à Paris, non, on ne peut pas vivre avec le SMIC, mais... Oh, la belle tartufferie. Bah voyons, il refuse d'augmenter le SMIC, supprime tout un tas de choses à payer à ceux qui se gavent et elle nous affirme tranquillou bilou que le but est que les gens aient plus d'argent. J'aime bien l'utilisation de ce terme générique quand leurs actions sont dirigées vers une minorité. On va la croire, hein. Alors qu'elle nous explique, pendant qu'elle y est, pourquoi entretenir le chômage de masse comme son parti le fait depuis toujours? Pourquoi se battre pour baisser le coût du travail, pour reprendre leurs propres mots, soit le vocabulaire de nos adversaires? D'ailleurs, quel délice de voir Aurélien la coincer en lui parlant de l'indexation des salaires sur l'inflation dans la foulée de son speech lunaire. Comble du ridicule pour ce qui la concerne, elle confirme que non. En somme, nous confirmons qu'elle a menti. J'apprends avec bonheur que Madame Saillet est favorable à l'indexation des salaires sur l'inflation. Non, pas du tout. Moi, je suis favorable à l'indexation des salaires sur la réussite de l'entreprise, c'est-à-dire à la participation, ça s'appelle. Donc, confirmation que Madame Saillet se fout royalement du monde. La participation n'est pas une augmentation de salaire, mais une sorte de dividende versé à la hauteur du salarié. Or, on sait tous comment ces procédés se passent. C'est-à-dire, on a une division pyramidale des sommes versées, et que, une fois encore, ce sont ceux qui sont les mieux lotis qui se taillent la part du lion. De plus, ce n'est pas une vraie augmentation de salaire, puisque cette augmentation est conditionnée. N'oublions pas également que si des erreurs stratégiques sont faites en haut de la pyramide, cela pourrait faire que les travailleurs ne perçoivent rien. Donc, là encore, pas d'augmentation. Il fallait augmenter tout le monde, monsieur. Il faut avoir les moyens d'augmenter. Si on vous demande de l'argent et que vous ne l'avez pas, vous faites comment? Vous allez le donner? Ce genre de tirade est vraiment savoureuse, venant de personnes comme Laurent Saillet, qui promeuvent les versements indécents aux actionnaires et qui préconisent qu'on laisse les riches se gaver, ou encore qui sont globalement contre la redistribution. Les méthodes de la droite pseudo-républicaine, dont elle fait partie, on y a goûté déjà. Elles servent le capital à les grosses boîtes, pas les petites entreprises. D'ailleurs, tous à droite font ce tour de passe-passe de vous prendre dans la poche gauche pour vous mettre dans la poche droite, avec la suppression des cotisations patronales. Naturellement, ils oublient bien volontiers de nous dire qui paie, ensuite quand on se rend chez le médecin, etc. Ils passent sous silence que leur système implique qu'on vous demande en premier lieu votre carte bleue plutôt que votre carte vitale. Aussi, disons les choses comme elles sont, ce tronçon a pour intérêt de nous fournir une énième démonstration que Saillet commente ce qu'elle n'a pas pris la peine de lire. Car pas l'ombre d'un doute qu'elle n'a pas lu le programme de la France Insoumise, faute de quoi elle serait au courant que nous prévoyons une caisse de péréquation qui a pour but de faire en sorte que les multinationales, le CAC 40, etc. prennent enfin leur place et paient ce qu'ils doivent. Ceci ayant pour conséquence d'alléger le poids qui pèserait sur les petites structures. Après, on ne va pas se voiler la face, nous savons tous que cette solution ne lui sied pas. J'en prends pour preuve la moue effectuée par notre forcené de droite. Saint-Toul ayant évoqué qu'un peu de redistribution ne ferait pas de mal. Mais je suis pas au pouvoir, monsieur. Ben voyons, c'est vrai que la droite sarkozyste a des grosses divergences avec la Macronie. Il s'agirait d'arrêter de se moquer des gens. Est infiniment supérieur, peut-être pas infiniment, mais bien inférieur. Je suis contente que vous preniez l'économie allemande en modèle. Mais madame, vous ne pouvez pas mettre d'un côté l'Allemagne en disant il y a moins d'impôts. Que dire? Alors là, il faudrait dire à cette pauvre Saillet qu'elle prend en modèle un pays qui fait moins bien que le nôtre sur les domaines où elle est d'accord avec l'Allemagne, justement. La France est première en Europe en versement des dividendes, première en termes de fabrique de millionnaires et milliardaires. Et en France, les chiffres prouvent qu'on travaille 1 heure de plus en moyenne qu'outre-Rhin et que la productivité est meilleure qui plus est. Si elle trouve cela pertinent, on n'a pas la même idée sur la notion de pertinence. De plus, elle a beau donner dans l'ironie et ce genre de choses, mais la vérité est que les chantres de l'austérité budgétaire à la Saillet ont été aux manettes et ont accru la dette avec leurs recettes miracles, aussi moisies que périmées. Arrêtez de commenter, s'il vous plaît, ma façon de m'exprimer. Mais parce que c'est très désobligeant. Je vous prie de rester. Ce qui est désobligeant, c'est de chercher en permanence à m'expliquer que je n'y connais rien. Figurez-vous, madame, je pense que vous pouvez peut-être écouter mes propos.
Ouais, alors là, c'est un comble, comme on dit. C'est elle qui a passé toute l'interview à jouer les professeurs je sais tout, notamment en matière d'économie. Mais elle n'accepte pas qu'on lui renvoie le mépris dont elle fait montre à l'égard des autres. D'autant qu'elle a enrobé, pour ainsi dire, tout son contenu d'ironie, mais qu'elle n'aura jamais été en mesure de prouver quoi que ce soit tout du long de cette joute verbale. Concernant la gestuelle, pas de chance. Il ne l'a pas réellement disséqué. Sinon, il aurait pu ajouter d'autres qualificatifs à hautaine, qui pour l'occasion faisait référence non à sa gestuelle, mais bien à l'attitude de condescendance qui a été la sienne tout du long. À vouloir jouer les profs et essayant d'éduquer son élève, d'ailleurs, on enchaîne sur la suite, c'est particulièrement symptomatique. On va prendre un engagement, vous et moi. Vous allez me démontrer, vous allez me faire rencontrer des chefs d'entreprise, des gens qui investissent en France et qui créent de la richesse. J'ai pas l'intention de passer ma vie avec vous en dehors des plateaux. Je suis moi non plus, c'est pas pour être agréable, mais pour peut-être comprendre. Ce que je veux vous dire par là, montrez-moi des personnes qui investissent en France, qui créent de la richesse en France et qui tiennent votre théorie économique. Elle oublie simplement quelque chose, c'est que des insoumis, il y en a partout, dans tous les secteurs, et que, naturellement, il y a des gens qui sont d'accord avec nos thèses et propositions, et qui sont des chefs d'entreprise. Évidemment, là où ça y est Maline, c'est qu'elle a tout de suite cru bon de rajouter « Présentez-moi 10 personnes de bon niveau ». Et de parachever le tout par « en France ». Ce qui en gros laisse de côté tout un tas d'acteurs. Il est évident que dans cette optique, l'artisan du coin, le petit chef d'entreprise de TPE, PME, est sur la touche. Tout comme certains de nos camarades, comme notre ancien chef de file de la Circo 11 DFE, qui est basé au Vietnam et qui avait la 5e plus grosse boîte d'Asie du Sud-Est. Bref, cette chère madame nous invite à la chasse au Dahu. Il est vrai que ces bons copains, pour lesquels son parti roule depuis toujours, eux, ne voteront pas pour nous, et pour cause. On veut leur faire les poches, comme dirait Jean-Luc, et ils ne vont sûrement pas nous féliciter pour cela. Encore moins nous dire que c'est une grande idée. Conclusion, cette femme pleine de morgue, d'assurance, de mépris et de condescendance, toujours encline à faire la leçon, s'avère très mal connaître ses dossiers et nous en fait la démonstration plus que de raison tout du long. Les rares moments où elle ne coupe pas Aurélien sont des moments de répit qui font du bien. D'autant plus dans l'optique de l'exercice que je vous propose aujourd'hui, puisque tout ce qu'elle dit est faux, inexact, etc. Après, on a bien compris quelle est la technique à l'œuvre, soit de couvrir la voix de son adversaire afin de ne pas le laisser répondre, et encore moins de le laisser développer ses idées, puisque, sur le fond, elle est tout simplement incapable de nous proposer un discours qui tienne la route, ou autre chose que des incantations, éléments de langage, et un éventail impressionnant de poncifs étayés par rien de concret, donc véritablement éculé. Voilà, j'espère être parvenu à rétablir les faits durant cette sorte de droit de réponse militant insoumis. Merci de votre attention, et à bientôt.